Avant de parler vaccin, une question sur la maladie en elle-même. On a vu une évolution des traitements entre la première et la deuxième vague. Alors que l'on craint une troisième vague, y a-t-il de nouveaux traitements disponibles, de nouveaux protocoles de recherche? Le seul nouveau traitement disponible, ce sont des anticorps. On en a pas mal parlé ces derniers jours. Un cocktail d'anticorps que le président Trump avait utilisé quand il fut malade il y a quelques mois d'ici et qui arrive en Europe, accepté par l'Union européenne, avec la possibilité pour les États membres de disposer de ces anticorps. Donc il s'agit en fait d'anticorps monoclonaux, donc à la différence des traitements par plasmate convalescent qui sont une mixture de milliers d'anticorps différents. Là, on a vraiment sélectionné les meilleurs anticorps chez les meilleurs répondeurs et on arrive par des techniques de biologie moléculaire à les fabriquer en un grand nombre de copies du même anticorps. Et on a pu montrer que ces anticorps donnés très tôt, dans les 3 jours qui suivent la positivité du test, et chez des personnes à haut risque, permettaient de réduire les hospitalisations de 80% en tout cas. Donc c'est, je dirais, dans les traitements qui sont déjà acceptés, la seule nouveauté à mon sens. Maintenant, il y a plusieurs protocoles, il y a de nombreux protocoles de recherche. Ici au CHU de Liège, on va tester aussi des anticorps qui sont des anticorps très particuliers qui ont une petite taille, ce qui leur permet de mieux pénétrer dans les tissus, des anticorps qui sont fabriqués par une firme gantoise. Et par ailleurs, on va également tester de l'interféron alpha, donc c'est une des substances qui intervient dans les défenses de toute première ligne et qu'on va donner en aérosol, là aussi dans des cas relativement précoces. La troisième vague est au cœur des débats. La vaccination va-t-elle nous la faire éviter? C'est bien difficile à dire, hein. Évidemment, à partir du moment où il n'y a que 10% de la population qui est vaccinée, avec les 90% qui restent, le virus a tout le loisir évidemment de se multiplier, d'autant plus que la fameuse mutation anglaise N501Y rend le virus plus contagieux avec des charges virales plus élevées. Donc ce qu'on gagne d'un côté, évidemment, on le perd de l'autre avec l'apparition de cette mutation. Donc c'est une sorte de course de vitesse. Il est vraisemblable qu'on n'arrivera pas à éviter une troisième vague, probablement en atténuer les conséquences, mais ce sera difficile de l'éviter. Il faut savoir aussi qu'il y a un facteur saisonnier indiscutable. On a mis en évidence un rôle notamment de l'exposition au pollen dans la transmission du virus. Et donc tous ces facteurs jouent malgré tout contre nous pour le moment, même si les vaccins, encore une fois, vont probablement atténuer l'impact de cette troisième vague sur nos hôpitaux. Les mutations sont nombreuses, anglaises, brésiliennes, sud-africaines, australiennes et même belges. En sait-on plus sur l'efficacité des vaccins sur ces mutations? Il y a beaucoup de mutations qui sont des mutations comme celle dont on vient de parler il y a une minute, qui rend le virus plus contagieux, la N501Y, qui est tout à fait couverte, je dirais, par les vaccins, ce qui est une bonne chose. À côté de ça, il y a quelques mutations dites d'échappement qui ne vont pas augmenter la transmission ou la virulence, mais qui sont des mutations qui sont apparues chez des personnes qui avaient fait la Covid et qui en effet rendent les vaccins moins efficaces, mais n'annihilent certainement pas leur efficacité. Donc on conserve une efficacité, certes moindre, contre ces variants, mais le vaccin en principe, à partir du moment où il réduit la transmission du virus, devrait également limiter l'expansion de ces variants eux-mêmes. En Belgique, la vaccination avance au rythme que l'on sait, ce qui n'empêche pas le nombre de nouvelles contaminations de grimper. Combien de temps faut-il pour que le vaccin protège la personne vaccinée? Une protection significative se met en place après une quinzaine de jours après la première dose. Pour atteindre le maximum de protection, il faut probablement 3 ou 4 semaines après la deuxième dose, puisque la qualité des anticorps produits continue à s'améliorer à distance de la deuxième dose, ce qui est particulièrement important, notamment quand on parle des variants. Une fois la deuxième dose administrée, le vacciné est protégé pour toujours? On n'a évidemment aucune certitude quant à cela, puisque 2 facteurs jouent. D'une part, il y a le fait que les réponses immunitaires vont diminuer avec le temps. Certes, on ne retourne pas à la ligne de base, donc une protection accrue va persister probablement pour toujours, mais est-ce que cette protection accrue est suffisante? Ça, personne ne le sait. Et puis par ailleurs, il faut évidemment parier sur l'arrivée possible d'autres variants. Donc tout ça crée une incertitude. Je dirais qu'on est probablement protégé pour plusieurs mois, mais c'est difficile d'aller plus loin dans les prédictions. À ce stade de nos connaissances, est-ce qu'une personne vaccinée peut interagir sans masque et sans distanciation sociale avec son entourage?
Tout dépend ce qu'on entend par entourage. Si on considère un entourage proche où tout le monde est vacciné, je pense que une certaine logique peut prévaloir et faire que les mesures peuvent être moins strictes, mais il ne faut certainement pas généraliser ça. Je pense que si on doit gagner cette bataille contre le Covid, c'est la synergie de la vaccination d'une part, mais du maintien des gestes barrières dont on nous parle depuis plus d'1 an maintenant qui pourra gagner. La saga AstraZeneca semble terminée. Y a-t-il du neuf sur les effets secondaires constatés, notamment les troubles de coagulation ? Si on considère les troubles de coagulation que tout le monde connaît, thrombophlébite profonde, embolie, etc., je pense qu'il n'y a aucun risque. On a même observé moins de thrombophlébite et d'embolie dans la population vaccinée que ce qu'on aurait dû attendre si ce n'avait pas été le cas. À côté de ça, il y a un nombre très limité, mais on parle d'une vingtaine de cas maximum pour toute l'Europe, de phénomènes très particuliers qui associent une chute des plaquettes avec des phénomènes de coagulation, donc des phénomènes rarissimes qui se produisent plutôt chez des jeunes, pour lesquels une investigation est toujours en cours. On parle de phénomènes rarissimes et il n'est pas exclu que là aussi ce soit un effet, je dirais, de biais dans le rapportage de ces cas parce que tout le monde a été sensibilisé au phénomène de thromboembolie. Donc je dirais que c'est un risque infime et qui, par rapport au risque de Covid, qui lui aussi est associé à des risques très importants de thrombose, y compris chez des jeunes, le bénéfice est incontestablement dans le sens de la vaccination, même avec l'AstraZeneca. Quand débutera la vaccination en Johnson & Johnson ? Et sera-t-elle en une dose? À ce qu'on dit, mais je l'ai lu comme tout le monde, à la mi-avril. Elle sera en une dose, bien que, comme je l'avais dit aussi, à ma connaissance, il n'y a pas de différence fondamentale entre le Johnson & Johnson et l'autre vaccin adénol AstraZeneca. Mais l'étude a été formatée pour prouver l'efficacité en une dose et c'est ce qui sera mis en place par les autorités de façon assez logique, je dirais. Sans garantie sur la durée, il faut savoir que Johnson & Johnson a en cours une étude sur 2 doses. Dans les hôpitaux, les patients Covid ont changé, ils sont plus jeunes. Peut-on lier cela à la vaccination massive effectuée dans les maisons de repos depuis janvier? Incontestablement. Donc d'une part, il y a de moins en moins de personnes venant des maisons de repos qui arrivent chez nous parce qu'elles sont vaccinées. Ça avait été observé en Israël ou dans d'autres pays, en Écosse, etc. Et comme malgré tout la contagiosité est plus grande grâce notamment à cette fameuse mutation N501Y, on a de plus en plus de jeunes qui sont infectés avec une petite proportion d'entre eux qui développent des formes plus sévères et qui arrivent dans les hôpitaux. La Belgique a relancé un semi-confinement qui touche cette fois directement les écoles. Y a-t-il une place pour la vaccination des enfants? Si oui, où en est-on? En Israël, ils ont décidé d'utiliser les vaccins actuels, donc les vaccins RNA messagers notamment, chez des gens de 12 à 18 ans qui présentaient des comorbidités, donc chez des enfants avec des comorbidités, mucoviscidose, etc. Et ils n'ont observé aucun effet secondaire particulier. Donc ce qu'on craignait, pour rappel, c'est que cette courbe que nous connaissons chez les adultes, où les jeunes adultes font plus de réactions inflammatoires au vaccin que les personnes plus âgées. On craignait que chez les enfants, ce ne soit encore plus marqué. Ce n'est pas ce qui a été observé. Donc c'est peut-être une courbe un petit peu en cloche, où les gens de 20-30 ans font plus de réactions, mais chez les plus jeunes, ça diminue, chez les plus vieux, ça diminue aussi. Donc c'est un message malgré tout d'espoir pour qu'on puisse vacciner au moins les adolescents des écoles secondaires avec les vaccins. Des études sont en cours chez les Pfizer, Moderna, AstraZeneca dans cette population et je pense même qu'AstraZeneca a en cours une étude à partir de 6 ans. Donc indiscutablement, je pense qu'à l'automne, à la rentrée des classes peut-être, on commencera à vacciner les plus jeunes.